bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai pris en compte dans le dernier vlog où je vous avais demandé si ce format vous plaisait, et si oui ou non d'ailleurs, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour que je puisse l'améliorer. Et j'ai reçu des retours très intéressants, dont un qui me plaît beaucoup, que je vais essayer de faire. C'est notamment de donner directement à la fin du livre mon ressenti, ou par étapes quand je le lis, savoir au fur et à mesure de ma lecture ce que j'en pense. Plutôt que de vous le dire une fois que j'ai terminé le livre, après quelques jours, voire même peut-être des fois quelques semaines, qu'une fois que j'ai terminé le livre, que c'est plus, on va dire, très très frais dans ma tête. J'ai trouvé l'idée intéressante. Elle va certes me demander beaucoup de montage et plutôt de la rigueur aussi. Je vais essayer de faire un peu les deux. Et on va commencer tout de suite parce que je viens de terminer un livre, ça tombe très très bien. Alors, je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, il s'agit de Le réveil de Galja, je ne sais pas comment ça se prononce, G-A-2-L-J-A. Le réveil de Galja, allez. Tome 1, La naissance de Tinuviel. C'est de L.S. Martins et c'est, je crois, auto-publié chez Publish Room Factory. Et je vous en avais parlé parce que je l'avais reçu en SP et ça y est, je l'ai terminé. Alors, la couverture m'avait assez intriguée, point de vue que je la trouvais très chargée, parce que même la quatrième de couverture, vous voyez, il y a encore des éléments dessus, il y a beaucoup d'informations, et j'avais un peu peur que toute cette masse d'informations vienne un petit peu parasiter notre future lecture, parce que c'est vrai, on ne sait pas trop vers quoi on s'engage, parce qu'on a une dague par ici, une plage dans les tons violets, un espèce de cercle d'invocation en haut, une espèce pareil de cercle d'invocation peut-être qui se reflète en bas. Derrière, on a un avion avec des éclairs, de nouveau un cercle d'invocation. On sent qu'il va y avoir un truc un petit peu mystique, un petit peu magique, un petit peu chaotique aussi, parce que cette couverture violette inspire vraiment le chaos, notamment avec là l'avion perdu dans la tourmente. Donc j'avais un peu peur, parce que pour moi ça fait vraiment beaucoup d'informations d'un coup, donc je savais pas trop. Et c'est vrai que la police d'écriture qu'il y a ici, elle est pas banale, j'ai envie de dire. C'est pas une police d'écriture qu'on a l'habitude de retrouver sur une quatrième de couverture, point de vue qu'elle est assez grande, elle est blanche, avec un dégradé noir, avec une ombre noire derrière, et une police d'écriture donc ouais assez grosse. En général, j'ai l'impression que j'ai plus l'habitude de retrouver du noir déjà. Alors oui, là, il fallait blanc pour pouvoir contraster, sinon on lisait rien du tout, ok. Mais en général, c'est beaucoup plus petit, c'est avec un interligne beaucoup moins espacé, et avec donc une police plus dans un Arial. Là, on a l'impression que c'est une autre police d'écriture qui a été utilisée. Alors après, pourquoi pas, c'est tout au choix de l'auteur et de l'éditeur. Moi j'aime bien la police d'écriture, notamment celle où il y a marqué Tinuviel, je la trouve très jolie. Et j'aime surtout énormément la tranche, sans les reflets. Pas facile avec la ring light parce qu'il fait un temps exécrable dehors, c'est une véritable tempête. Et moi je la trouve jolie justement, j'aime bien le style qui a été créé là-dedans, cette espèce de contour blanc. Très simple, moi j'aime beaucoup. Et donc, pour en revenir au résumé, nous avons un crash, une rencontre et une prophétie suffirent à bouleverser l'existence de Sarah. Pilote à ses heures perdues, elle navigue entre les sombres secrets de son passé et les mystères de son avenir. Dans sa quête de vérité, elle découvrira à ses dépens les dualités qui régissent notre monde, la vie et la mort, la magie éthérée et l'obscurité, les peuples d'ici et d'ailleurs, et se retrouvera, malgré elle, au cœur d'une guerre sanglante qui forgera son destin. C'était très intriguant quand la maison d'édition est venue me proposer cet ouvrage. J'étais assez intriguée par tout ce mystère qui se dégage et de la couverture, avec donc tous ces éléments, et donc du résumé également, qui nous en dit pas beaucoup au final, parce qu'à la lecture, je me suis dit, mais je m'attendais pas vraiment à ça. C'est mystérieux certes, mais c'est ultra condensé, il y a beaucoup plus que ça à l'intérieur du livre que le résumé qui survole un crash d'avion finalement. Parce que, sans vous faire de spoil, le crash d'avion il apparaît très très vite, et après c'est un déclencheur de quelque chose certes, mais il ne revient plus sur le tapis. Après il y a beaucoup plus derrière, beaucoup plus, où
pour vous faire, on va dire, un micro-spoil, parce que sinon je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup sans dévoiler la moitié du livre, vous allez retrouver beaucoup de créatures fantastiques dedans. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet non plus pour pas vous faire trop de spoil, mais sachez qu'on va retrouver beaucoup de créatures de la nuit. Ça parle de magie, donc il va y avoir bien sûr des magiciens et des sorcières, et point de vue obscurité, on va avoir tout un panel de démons, fantômes, vampires et compagnie. Et il y a énormément de bonnes idées avec justement la construction d'un monde, d'une histoire, d'une aventure, parce que ça c'est un premier tome, et à la fin, on le sent très bien, c'est la fin d'un premier tome, c'est la fin d'un cycle, il va se passer autre chose derrière, et l'auteur sait bien justement proposer quelque chose, une attente, pour que le lecteur se dise oui, ben, pourquoi pas, mais il me manque des éléments, il me manque la suite, il me manque un combat dantesque qui s'annonce. Donc pas mal joué de ce côté-là. Il y a l'attente derrière, il y a l'expectative du lecteur qui se dit j'aimerais en savoir plus, donc la lecture du tome 2 devient indispensable à ce niveau-là. Ce que j'ai moins aimé, c'est le personnage principal, celui de Sarah. Sarah est une jeune fille qui est un petit peu perdue, elle a un petit peu des problèmes de stabilité dans sa vie, on va dire, elle sait pas très bien où elle en est, elle est mal dans sa peau, elle a eu une enfance qui est pas facile, ses parents l'ont abandonnée quand elle avait 7 ans, elle était un petit peu la fille solitaire, la risée de la classe que personne ne veut voir, élevée par son oncle, avec des visions un petit peu étranges. Et en grandissant, ça s'est pas arrangé, elle n'arrive pas à avoir de travail stable, donc elle a des gros soucis financiers. Et ce crash d'avion, finalement, il arrive quand on lui propose un job super alléchant avec une belle somme au bout. Elle se dit c'est trop beau pour être vrai, mais elle en a tellement besoin qu'elle réfléchit pas beaucoup non plus. Et à partir de là, évidemment, les ennuis vont donc commencer. Mais les événements qui s'enchaînent sont logiques, point de vue qu'elle est aussi perdue que le lecteur qui débarque dans un monde fabuleux peuplé de créatures auxquelles on ne s'attend pas, même à la lecture du résumé. Et même si on s'attend à quelque chose d'un petit peu de mystique avec le réveil de telle personne, la naissance d'une autre, où on sent que ces deux noms ont une connotation un petit peu mystique, la présence une fois de plus de ce pentacle-là, de cercle d'incantation, et d'une dague qu'on suppose magique parce qu'elle a des écritures particulières et des pierres précieuses un peu partout. Donc on sent qu'il va y avoir un truc magique et mystique derrière, mais on ne sait pas quoi. Et Sarah non plus, elle débarque comme le lecteur, elle découvre au fur et à mesure qu'elle est particulière, qu'elle va avoir des pouvoirs, qu'elle va avoir des aptitudes hors du commun, qu'elle va évoluer donc parmi des créatures mystiques comme les vampires, les sorcières, les mages et compagnie. Et moi, ce qui m'a donc un peu déçue et plutôt parfois même agacée, je dirais, sans être méchante, c'est vraiment le personnage de Sarah, qui donc débarque dans un monde fantastique qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne comprend pas, avec beaucoup de questions en suspens, donc notamment les trucs bizarres, on va dire, sans vous spoiler, qui se passaient pendant son enfance ont finalement une explication rationnelle et magique, certes. Donc, petit à petit, des trucs s'embriquent comme ça, les uns dans les autres, qui font qu'elle va devenir un être magique ultra puissant, un truc méga badass, qui va créer soit l'avènement de l'histoire, soit la fin du monde. Rien que ça. Et à côté de ça, j'ai l'impression que même si on dit qu'elle galère à maîtriser ses pouvoirs, elle y arrive en 2 temps 3 mouvements. C'est pas très crédible. Malheureusement, elle arrive à maîtriser des tonnes et des tonnes de pouvoirs. Elle arrive à maîtriser, je sais pas, on va dire l'air, le feu, l'eau, la télépathie, la téléportation, la régénération. Comme si c'était super facile et totalement normal. C'est un peu compliqué, on va dire. Moi, ça me paraît pas très logique et ça me paraît pas très probable qu'elle ait toutes ces interrogations, toute sa colère, toute cette incompréhension et on lui dit d'un coup finalement t'es à moitié magicienne et moitié autre chose. Elle te dit non, je te crois pas, non, absolument pas, c'est pas possible, c'est pas moi.
Mais il y a ça, ça et ça, par contre, ton autre moitié, c'est ça. D'accord. Hein? Comment? Il y a 3 secondes, on te disait que tu pouvais être magicienne, t'étais là, non pas du tout. Et t'as une autre moitié qui est une autre entité dont je ne vous dirai pas tout parce que sinon je vous gâcherai la surprise. Et là, elle accepte sans broncher. J'étais là, mais ok, d'accord. Pourquoi pas? Après tout, elle a tellement d'informations qu'il y a des moments, le cerveau, il se met en off, en mode, bon, j'accepte tout, je vais réfléchir plus tard à ce qui est vrai de ce qui est faux. Et donc, tous les problèmes qu'elle peut avoir, les combats qu'elle va subir, les entraînements qu'elle va pouvoir recevoir pour pouvoir accroître sa puissance psychique, mentale, physique, sa résistance et tout, elle prend tout sans broncher, elle en chie un peu quand même, hein, parce qu'elle se fait un peu beaucoup massacrer, mais elle a un pouvoir de régénération qui fait que ça ne lui pose aucun problème. Donc j'étais un petit peu dubitative point de vue, oui d'accord, c'est le personnage principal, ok c'est le centre d'une prophétie, d'accord, il faut qu'elle soit costaud, il faut qu'elle apprenne à encaisser toutes les nouveautés avant que la fin du monde n'arrive, parce qu'ils ont quand même un gros méchant à les battre derrière, mais c'est trop facile. Elle y arrive beaucoup trop facilement. Elle arrive à se sortir de situations, je dirais pas d'un claquement de doigts, mais pas loin. La construction derrière des personnages est assez intéressante avec encore un peu du mystère. On sent qu'il va manquer quelques informations dans ce tome-ci qui vont, je pense, être dévoilées dans le tome 2, voire peut-être même le tome 3. Je ne sais pas ce qui s'est prévu. Est-ce que c'est une duologie, une trilogie, voire même une saga complète? Je ne sais pas. En tout cas, il reste des interrogations. Interrogations que je serais quand même curieuse de connaître au niveau du tome 2, parce que le tome 2 annonce quand même un combat épique. Là, on laisse les personnages, là, à la fin de celui-ci, dans un état assez déplorable. Il va se passer quelque chose, il y en a qui sont gravement blessés, et là, donc, ils doivent aller battre le fameux grand méchant que on n'a pas vu du tout, d'ailleurs, dans le premier tome. Ou alors quasiment pas. Donc je serais curieuse de voir ce qui va se passer, parce qu'il va y avoir un autre univers, je pense, complètement différent, beaucoup plus sombre que le premier, où elle a réussi à encaisser que d'accord, elle est quelqu'un qui est très important, qui est ultra powerful, oui, en français puissant, qui a donc cette dualité en elle, mi-ombre, mi-lumière, justement magicien, mi-autre chose, qui pourrait être intéressant. Quelle est donc cette fameuse prophétie qui tourne autour d'elle? Il reste des mystères. Donc je serais quand même curieuse de lire le tome 2, mais j'espère que les petits défauts du tome 1, avec notamment des passages qui se passent beaucoup trop vite, cette surpuissance de l'héroïne qui arrive à surmonter tous les problèmes, les combats, tous les problèmes qu'elle arrive à encaisser, les déboires sentimentaux, les problèmes de combat physique qui la laissent des fois dans un état déplorable, et les problèmes, on va dire, un peu psychiques avec toutes les interrogations et les flots d'informations qu'elle doit encaisser. J'espère qu'elle sera moins Wonder Woman, parce que ça fait d'elle un personnage fort, ça fait d'elle un personnage badass, oui, mais ça fait d'elle un personnage immortel, presque intouchable, et donc qu'on a du mal, je pense, à apprécier à sa juste valeur, parce qu'elle peut être fragile et la seconde d'après terriblement hautaine, terriblement badass dans un combat et finalement terriblement agaçante la page d'après, parce qu'elle refait systématiquement les mêmes coups et se fait systématiquement piéger de la même façon que la précédente chapitre ou page que l'on vient de lire. C'est dommage. C'est dommage de ce point de vue-là. Et il y a 2-3 petites répétitions que je suis en train de me penser qui étaient un petit peu redondantes, point de vue que quand elle est dans une situation désespérée, systématiquement elle est là, ah, c'est moi l'élu et regardez, je suis à terre, je ne vais jamais y arriver. Elle se refait battre, oh mon Dieu, c'est moi la personne de la prophétie et regardez comme je suis nulle à chier. Oh mon Dieu, c'est moi l'héroïne qui doit tous les battre et regardez quelle ironie du sort, je suis en train de mourir. Oh mon Dieu, c'est moi. Enfin, vous avez compris. À chaque fois, elle a la même tirade et après elle se dit non mais je vais y arriver et pof, elle bat le méchant. Il faut pas faire ça tout le temps. Il faut qu'elle en bave un peu, certes. Il faut
qu'elle gagne aussi, certes, mais il faut nuancer le tout, parce que sinon ça fait un personnage ultra puissant, intouchable, qui peut aller battre n'importe qui en 3 secondes. Et finalement, le lecteur, il se dit, bah, il manque ce petit quelque chose d'humain, entre guillemets, qu'elle est un petit peu aussi quelque part. Il manque cette fragilité, il manque cette logique de tu te prends un coup, bah ça fait mal, tu vas avoir du mal à t'en remettre, tu te pètes un bras, bah t'as mal et t'attends qu'il se ressoude même si t'es surpuissant, et t'évites de te le refaire péter de la même manière au combat d'après, quoi. Mais j'espère que donc ces petites maladresses pourront réussir à être estompées, on va dire, dans le tome 2, parce qu'on sent que c'est la première... on sent que c'est une jeune plume, on sent que c'est un premier roman, et donc il faut qu'il fasse des erreurs, c'est normal. Et il faut qu'il plaise à beaucoup de gens également. Donc je pense que le côté mystique, le côté badass d'une femme forte, le côté pouvoir, le côté un peu vampire, sorcière, magie, tout ça, je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde, notamment peut-être dans la catégorie un peu jeunes adultes, on va dire. Parce que c'est de la fantasy qui se lit très bien, avec une mise en page qui est très fluide, qui est très... avec des interlignes assez importants, une police d'écriture qui est assez grande. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est très aéré, donc ça se lit vite, ça se lit bien, mais il a quelques petits défauts qui font que on sent que c'est un tome 1, que c'est un premier roman, et que dans le tome 2, on espère qu'il va y avoir encore mieux qu'en fait. Donc, assez surprise parce que, bah, comme je vous dis, je m'attendais pas tout à fait à ça avec le résumé, mais plutôt une bonne surprise parce que justement, ce mélange de fantaisie, créatures fantastiques et tout, bah, ça passe plutôt bien, donc curieuse de lire quand même ce qui va se passer dans le tome 2. Voilà, donc avant d'arrêter cette séquence, je vais vous parler de 2 autres lectures parce que je ne sais pas lire un livre à la fois, j'en lis finalement au moins toujours 2 en même temps. Et là, comme je viens d'en lire un, bah, j'en ai commencé un autre aussitôt, qui n'a rien à voir avec le premier. Là, celui-ci, c'était un SP, et là, celui que je lis, c'est pour moi, on va dire, pour ma culture personnelle, parce que je voulais découvrir cette autrice depuis le temps que j'en entends parler, et elle vient de sortir un nouveau livre, donc je me suis dit, avant de lire le nouveau, on va lire quand même les anciens, histoire de comprendre un petit peu la plume, l'atmosphère de son écriture. Je veux vous parler de Camilla Grebe, avec Un cri sous la glace, publié chez Kalman Levy. Et ça a été traduit du suédois par Anna Postel. Un énorme respect pour cette traductrice, parce que franchement, le suédois, c'est très beau, mais c'est compliqué. Et je voulais lire cette autrice parce que j'en entends beaucoup de bien. Elle fait partie, on va dire, des polars nordiques dont tout le monde parle et que beaucoup de gens apprécient. J'avais testé Jonesbo, Ragnar Jonasson, et quelques autres dont j'ai perdu le nom parce que certains noms sont un petit peu, on va dire, compliqués à prononcer. Et Camilla Grebe, je n'avais pas encore lu ce qu'elle avait fait, donc je voulais lire parce que ça a l'air d'être très intéressant en thriller, ça a l'air d'être une très belle plume. Et donc Un cri sous la glace, qui est le premier de la saga apparemment. Parfait. Et pour le résumer, on a Emma, jeune suédoise, cache un secret. Son patron Jasper, qui dirige un empire de mode, lui a demandé sa main. Mais il ne veut surtout pas qu'elle ébruite la nouvelle. 2 mois plus tard, Jasper disparaît sans laisser de traces et l'on retrouve dans sa superbe maison le cadavre d'une femme, la tête tranchée. Personne ne parvient à l'identifier. Peter, policier émérite, et Anne, profileuse de talent, sont mises en tandem pour enquêter. Seul problème, ils ne se sont pas reparlés depuis leur rupture amoureuse 10 ans plus tôt. Et Anne a aussi un secret. Elle vient d'apprendre que ses jours sont comptés. Dans un Stockholm envahi par la neige, un double récit étourdissant prend forme. Chaque personnage s'avère cacher les zones d'ombre. À qui donc se fier pour résoudre l'enquête? Ça m'intriguait beaucoup. Et j'ai lu donc, comme je vous disais, le premier chapitre. Et le premier chapitre, parce que ça a l'air d'être un roman choral, et là c'est Peter qui parle. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était une enquêtrice. Alors quand j'ai vu Peter, j'étais mais qui c'est celui-là? Mais d'où il sort? C'est pas une femme qui dirige l'enquête? Eh ben non, ça, je pense que j'ai confondu. Peter c'est l'enquêteur, et Anne qui est la profileuse. Donc je vais voir. Dans ma tête, j'étais persuadée que c'était la saga d'une enquêtrice. Pas du tout. Peter n'est pas une enquêtrice, visiblement. Donc je vais voir, à moins que ça change après, je ne sais pas. Mais
En tout cas, je viens de le commencer. Et pour le moment, le premier chapitre, j'aime bien, j'accroche. J'attends de voir la suite parce que le premier chapitre fait à peine 30 pages, donc ça commence tout juste à se lancer. J'ai hâte de le continuer parce que il m'a l'air très sympa. Et un petit spoil entre guillemets vite fait avant de vous quitter, le prochain livre que je vais lire pour les SP, vous l'avez déjà vu dans la vidéo des réceptions, Le gros bébé que voici, La reine oubliée de Thomas Bréchemier, la partie 1, publiée lui aussi en auto-édition chez Publishroom Factory. Le gros bébé, c'est le prochain SP que je dois lire, donc quand j'aurai terminé Camilla Greb, ou en même temps, pour pouvoir mixer un peu du thriller et du fantasy. J'ai hâte de le découvrir, celui-ci, je sais pas pourquoi. Il m'intrigue de fou. Alors certes, il est gros, mais je sais pas, il m'attire. Et puis je trouve pareil la mise en page. Hop, attendez. Je trouve pas qu'elle soit si condensée que ça pour un grand format très épais qui fait plus de 600 pages. Je pense que ça peut bien se lire. Il m'intrigue beaucoup, la couverture me plaît beaucoup également. Et quand je vois partie 1, je me dis si le premier est aussi gros que ça, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de choses à raconter dedans, probablement un univers bien étoffé. Voilà, ça m'intrigue, j'ai envie de le lire, de le découvrir, donc ce sera le prochain sur lequel je vais me mettre. Je vais donc clore cette partie ici, et je vous dirai donc à plus tard dans une autre partie du vlog. Je vous reprends pour vous faire un petit update lecture parce que j'ai continué de lire le Camilla Greb et j'ai plutôt bien avancé, j'en suis maintenant à 227 pages. Donc j'ai lu un gros, presque la moitié, j'allais dire un gros tiers mais non, presque la moitié du livre. Et c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup ce petit thriller qui n'est pas... C'est pas tout à fait un thriller pour moi, point de vue, on ne poursuit pas vraiment un meurtrier, ni on n'essaye pas de se mettre dans la tête du tueur, d'essayer de comprendre pourquoi, d'anticiper les prochains meurtres pour pouvoir l'arrêter. Là, c'est plutôt un aspect psychologique, mais des personnages qu'il y a dans le livre. Point de vue qu'on va suivre l'enquêteur, donc Peter, et on va suivre des pans de son passé qui vont revenir faire surface dans le présent parce qu'il va être il va faire partie de la même équipe que Anne, qui est une de ses ex qu'il a larguée comme une vieille chaussette, j'ai envie de dire, parce que franchement c'était pas beau de sa part ce qu'il a fait. Et elle, on va suivre pareil, un mix entre le passé et le présent, parce qu'elle a une maladie qui fait que elle commence à galérer un petit peu dans son métier et dans la vie de tous les jours. Et elle essaye de le dissimuler en même temps qu'elle essaye d'aller bien et d'aller au-delà. C'est vraiment pas facile et j'ai l'impression que qu'on le retrouve de plus en plus ce thème au niveau des thrillers et des policiers. Et j'aime bien que justement voir comment les auteurs et autrices arrivent à remettre à leur façon à eux, on va dire, l'aspect de cette maladie au sein de la vie de tous les jours et du monde policier. C'est pas mal du tout. Et elle, on a donc cet aspect de sa vie, point de vue maladie, mais il y a un gros point de vue pour ce personnage-ci et celui de Emma. Il y a un gros point de vue, relation toxique avec un personnage masculin. Et ça tourne beaucoup autour de ça, en fait, de l'emprise d'un homme sur une femme, de comment il peut arriver à la faire se sentir mal, se sentir faible, se sentir soumise, se sentir indésirable, uniquement en lui faisant croire que tout vient d'elle. Uniquement d'elle et jamais de lui, comment il me prend cette mainmise dessus pour réussir à lui faire penser ce qu'il veut, lui faire faire ce qu'il veut également, et justement à la garder sous son emprise.
c'est plutôt ça, plutôt que justement la poursuite d'un meurtre et d'un meurtrier. Il y a ce côté-là quand même, parce qu'un meurtre a été commis et ils essayent de voir justement par le passé et le présent qui se regroupent sur divers personnages, où est-ce que ça va nous mener plus tard. Mais il y a vraiment un aspect psychologie et de relations amoureuses toxiques, donc de relations de dominant-dominé, de relations de mainmise d'un homme sur une femme. C'est très intéressant, même si c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Donc je suis vraiment curieuse d'aller plus loin parce que pour le moment j'aime bien, même s'il me manque donc ce côté thriller psychologique, mais point de vue du tueur, c'est pas mal du tout. Donc je suis dedans, j'aime bien ce que je lis. Je pense que la plume de Camilla est très bien. Elle est très descriptive, elle est très psychologique, elle est très empathique aussi, suivant ce qu'elle arrive à nous décrire. Mais pour le moment, son style d'écriture, son style de roman et d'histoire me plaisent et me donnent envie de continuer cette saga. Donc, Un cri sous la glace, j'aime beaucoup pour le moment, c'est très sympa. Je reviendrai vous dire mon ressenti un peu plus tard quand j'aurai avancé. Donc, je vous laisse là pour celui-ci. Mais je reste avec vous, juste pour un petit truc comme ça. Je voudrais vous parler d'un film que j'ai vu hier. C'est rare que je fasse ça, d'habitude je vous parle plutôt de livres que de films, mais là celui-ci il était vraiment incroyable. Et entre guillemets il est en partie en rapport avec ce livre, parce que en général quand je suis devant un film ou une série, j'aime bien lire en même temps. Alors ça fait entre guillemets suivre à moitié le livre, suivre à moitié le film, c'est un petit peu bizarre, mais j'aime bien parce que ça me détend et ça me dérange pas d'avoir un fond sonore pendant que je lis, que ce soit de la musique ou un film. Mais là, le film d'hier était tellement prenant qu'au final, j'ai lu un chapitre et j'ai dit, non, je pose le livre, il est très bien, je me régale à le lire, mais là, le film est beaucoup trop passionnant, intéressant pour que je lise en même temps. Je voulais vraiment suivre complètement le film parce que j'étais complètement captivée par ce dernier. Et ce film, c'est Three Billboards. Nous, on l'a regardé sur Disney+. Et franchement, je m'attendais pas du tout à trouver ce genre de film sur une plateforme très familiale comme ça, parce que il n'a rien de joyeux. Il est pas du tout pour les enfants, mais il est super bien. Je me suis régalée devant, incroyablement captivant. Il était vraiment super. S'il y a un livre qui existe, je veux absolument le lire parce que le film était incroyable. Alors, Three Billboards, ça va nous décrire la vie d'une femme qui en a bavé et qui en bave encore, parce qu'elle a perdu sa fille, qui a été violée, sauvagement agressée et dont le corps a été brûlé pour qu'on évite toute identification du tueur. Le coupable n'a donc pas été retrouvé et elle, cette pauvre mère, elle vit constamment avec la mort de sa fille sur la conscience et l'angoisse et la rage de ne pas avoir de coupable sur qui reporter toute sa colère en fait. Et quand elle passe devant chez elle, elle voit ces 3 panneaux, ces fameux 3 panneaux du titre, des panneaux publicitaires, et elle se décide un jour à acheter pendant 1 an la diffusion de ces 3 panneaux. Et ces 3 panneaux vont lui servir à attirer l'attention sur le meurtre de sa fille qui n'a toujours pas été résolu, pour pousser un petit peu la police à, entre guillemets, faire rien d'autre que l'enquête de sa fille, parce que pour elle, ça n'avance pas. Pour elle, il n'y a rien qui a été fait, le coupable court toujours et n'est absolument pas inquiété. Alors que sa fille, elle, repose 6 pieds sous terre, ça lui a complètement gâché la vie et sa fille a été torturée, violée, brûlée, un massacre complet et elle ne supporte pas ça. Sa vie de mère, sa vie de couple qui a été détruite parce que elle est divorcée, il lui reste son garçon à charge. Son mari est un ancien policier qui a été violent avec elle et qui a décidé de la quitter pour une jeune fille de 19 ans, alors qu'elle a une quarantaine, cinquantaine d'années, vous voyez. Donc pas très très rose non plus. Et même s'il est affecté par la mort de sa fille, il a l'air quand même beaucoup plus détaché que elle, qui est vraiment, c'est son combat de vie, quoi. Elle veut trouver le ou les coupables, elle veut les punir, elle veut les mettre derrière les barreaux, elle veut rendre justice à sa fille et elle pouvoir être un peu plus apaisée une fois qu'elle aura trouvé le ou les meurtriers qu'il y a derrière ces atrocités. Et le film est vraiment très bien tourné. Les acteurs et actrices sont très forts.
on arrive à nous faire jouer plusieurs drames en même temps, plusieurs vies brisées qui se recoupent, plusieurs actes qui vont faire que certains personnages sont détestables, d'autres incroyablement compatissants, empathiques, plein de rage, et on va les aimer, on va les détester. C'est terriblement touchant. J'ai adoré ce film. Il n'y a que la fin, je suis restée triste et dubitative. J'étais plutôt dans l'expectative même, parce que la fin se termine à un moment où je pensais que ça allait continuer, que la quête de la mère et des policiers allait continuer, allait aboutir, allait faire quelque chose. Et ça se coupe. Mais qu'est-ce que c'est frustrant, je m'imagine même pas à la place de la mère comme je dois être. Comme elle doit être détruite, comme elle doit être en colère, comme elle doit être triste, comme elle doit être vaincue, et qu'elle a la rage contre le monde entier, et qu'elle est impuissante justement. Elle n'arrive pas à canaliser cette rage, et elle ne peut pas la canaliser parce qu'elle n'a pas de coupable à mettre derrière les barreaux. C'est terriblement frustrant, c'est terriblement beau, bien joué. Franchement, j'ai été ébahie, épatée et captivée du début à la fin. Three Billboards, un chef-d'œuvre, il est vraiment super bien. Le film m'a convaincue, du début à la fin, j'ai été captivée, je l'ai adoré. La puissance des sentiments et du jeu d'acteur dans ce film, la caméra est postée avec l'angle qu'il faut, avec la luminosité qu'il faut, avec le zoom parfait sur les émotions des personnages. On les ressent à 1000% à travers la caméra. Incroyablement beau. Il est génial, franchement. Je ne sais pas si c'est votre style de film, si vous l'avez vu ou non, mais moi je vous le recommande. Il est incroyablement bien. Et je vais arrêter de blablater sur cette séquence-ci. Je vais l'arrêter ici et je reprendrai plus tard pour vous parler peut-être du livre, peut-être d'un autre film qui m'aura convaincu, je ne sais pas. En tout cas, je termine cette séquence ici. J'espère qu'elle vous aura plu.